Vous savez, il y a une phrase qu'on dit souvent. La meilleure vengeance, c'est de réussir. C'est une jolie phrase. C'est ce qu'on met sur les tasses à café. Le genre de truc que les coachs de vie adorent, mais c'est faux. C'est complètement faux. La réussite, ce n'est pas la vengeance. C'est juste la préparation. C'est l'échauffement. C'est l'armure que vous polissez avant la bataille. La vraie vengeance. Oh, la vraie vengeance, c'est le regard. C'est le moment où l'autre personne comprend. Le moment où, en une seconde, tout son univers bascule. C'est le moment où l'homme qu'il a tenté de détruire devient le seul, l'unique homme qui peut le sauver. Et aujourd'hui, c'est ce moment. Je suis assis dans cette salle de conférence. Du verre, de l'acier brossé, c'est froid, c'est impersonnel. Le genre d'endroit où les âmes viennent pour mourir. De l'autre côté de la table, une table longue comme un jour, sans pain, à 20 mètres de moi, il est là, Bernard, mon beau-père. Enfin, l'homme qui a refusé que je le devienne. Il a vieilli. Je ne l'avais pas vu en vrai depuis 10 ans. Il a l'air brisé. Son costume, un de ces trucs gris, autrefois si impeccable et arrogant, semble trop grand pour lui. Il est gris. Son visage essaie gris. Il fixe la table, ses mains tremblent légèrement. Il attend. Il attend l'investisseur anonyme, le fonds vautour de Singapour, qui est sa toute dernière chance avant la faillite pure et simple. Il ne sait pas que ce fonds, c'est moi. Il ne sait pas que le raté qu'il a humilié il y a 10 ans est sur le point de racheter son empire. Il y a 10 ans, je n'étais rien. Enfin, j'étais rien selon ses standards. J'avais 23 ans. J'avais des dettes d'étudiants qui me collaient à la peau. Je vivais dans un studio de 15 mètres carrés à Belleville. Vous voyez le tableau, le genre d'endroit où vous pouvez faire la cuisine tout en étant assis sur vos toilettes. Mais j'avais une idée folle à l'époque, un algorithme, une petite ligne de code que j'avais écrite qui, selon moi, pouvait changer la façon dont les banques géraient les micro-transactions. J'y croyais comme un fou. Je passais mes nuits à coder, à boire du café infâme. Mes jours, je les passais à chercher des investisseurs. Les investisseurs, j'en ai vu. J'ai vu des types en costume à 5 000 € qui regardaient mes baskets usées avant même de regarder mon PowerPoint. Je me souviens d'un rendez-vous chez un grand groupe bancaire. J'avais réussi à avoir 10 minutes. Le type m'a écouté, un sourcil levé. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. « Écoutez Fournier, il m'a dit, c'est mignon, votre projet, mais la finance, c'est un métier de grand garçon. Retournez à la fac, obtenez un diplôme d'HEC et ensuite on verra. » Il m'a ri au nez. Littéralement, j'étais un raté, un rêveur, un gamin. Et puis j'ai rencontré Clara, sa fille. Je l'ai rencontrée dans un café. Elle lisait L'écume des jours, un livre que j'adorais. J'ai renversé mon café sur elle. Le cliché absolu. Mais elle a ri. Elle était lumineuse. Elle était la seule chose de ma vie qui n'était pas compliquée. On a parlé pendant des heures. De tout, du livre, de la pluie, du café dégueulasse, de tout, sauf d'argent. Et quand elle m'a dit son nom de famille, Bernard, je n'ai pas fait le lien. Il y a des milliers de Bernard en France. Quand je l'ai raccompagnée chez elle et qu'elle s'est arrêtée devant cet hôtel particulier dans le 16e, là j'ai compris. C'était la fille du grand Bernard, le magnate de l'industrie, l'homme qui possédait la moitié de la ville. J'ai failli partir en courant, vraiment. Clara, je lui ai dit, je ne suis pas de ce monde. Je suis le type qui mange des pâtes 6 jours par semaine. Elle m'a regardé. Elle a posé sa main sur ma joue. « Je m'en fiche, a-t-elle dit. Tu es la première personne depuis des années qui ne me parle pas de mon père. J'étais amoureux, c'était foutu. Les 6 mois qui ont suivi, c'était un rêve. On se voyait en secret. On se retrouvait dans mon studio minuscule. Elle prétendait être à la fac, je prétendais être nulle part. Elle était incroyable. Elle écoutait mes idées folles, elle lisait mes lignes de code sans rien y comprendre. Elle m'apportait à manger. Mais surtout, elle disait « Je sais que tu vas y arriver ». Elle croyait en moi. Personne n'avait jamais cru en moi, à part moi-même. Et inévitablement, le jour est arrivé où j'ai dû rencontrer papa. Il ne m'a pas invité à dîner. Non, il m'a convoqué. Un mardi, 18 hours, son bureau, j'y suis allé. J'avais mis ma seule chemise correcte. J'étais terrifié. Son bureau, mon Dieu, c'était pas un bureau, c'était une cathédrale. Des murs d'acajou massifs, des tableaux de maître, une vue sur la tour Eiffel qui vous donnait le vertige.
et une odeur de vieux cigare et de mépris. Il était assis derrière son bureau, grand comme un porte-avions. Il ne s'est pas levé, il m'a regardé de haut en bas, il m'a scanné, mes chaussures étaient bon marché, ma chemise un peu usée, le genre de regard qui vous déshabille et qui n'aime pas ce qu'il voit. « Asseyez-vous » a-t-il dit. Il m'a laissé mariner. Pendant une longue minute de silence où il n'y avait que le tic-tac d'une horloge en or. « Alors » a-t-il commencé, « vous êtes le petit ami de ma fille. Ce n'était pas une question, c'était un jugement. Je m'appelle Étienne. Je sais comment vous vous appelez, m'a-t-il coupé. J'ai fait faire une enquête, Fournier, pas de famille âge notable, pas de diplôme notable. Un projet d'entreprise, un hobby coûteux. C'est bien ça? J'ai un start-up, monsieur, dans la fintech. Il a eu un petit rire sec qui m'a glacé le sang. La fintech, bien sûr. Vous vous entendez parler? Vous êtes un gamin qui joue à l'entrepreneur dans sa chambre de bonne? Il s'est levé, il s'est approché de la fenêtre, il m'a tourné le dos. Ma fille, monsieur Fournier, est une Bernard, elle créera un empire. Elle épousera un homme de son rang, un homme qui peut protéger cet empire, un homme qui comprend la valeur des choses, pas un rêveur sans le sou. J'aime votre fille, j'ai dit. Ma voix tremblait à peine. L'amour, a-t-il ricané en se retournant. L'amour ne paie pas les factures bêtes, mon petit. L'amour ne fait pas tourner une entreprise. L'amour, c'est pour les poètes fauchés. Vous êtes un poète fauché, Fournier. Et là, le moment que je n'oublierai jamais, le moment qui a servi de carburant à ma vie pendant 10 ans. Il est retourné à son bureau. Il a ouvert un tiroir. Il a sorti un carnet de chèques, un de ses vieux carnets en cuir. Il a pris un stylo en or. Il a écrit, lentement. Il a arraché le chèque. Il l'a fait glisser sur l'immense bureau en acajou. Le chèque s'est arrêté juste devant moi. 50 000 €, a-t-il dit, comme s'il parlait d'une baguette de pain. C'est plus que ce que votre start-up ne vaudra jamais. Je suis resté immobile. Prenez-le. C'est un bon prix pour votre affection. Prenez-le et disparaissez de la vie de ma fille. Oubliez-la. Elle vous oubliera en une semaine. J'ai regardé le chèque. 50 000 €. C'était plus d'argent que je n'avais jamais vu de ma vie. Ça représentait la fin de mes dettes. Ça représentait 6 mois de survie pour mon projet. J'ai regardé cet homme et j'ai ressenti une haine froide, pure. J'ai levé les yeux vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. « Ce n'est pas assez? Vous voulez plus? Très bien, vous avez le sens des affaires, après tout. » Il a repris son stylo. « Non, je l'ai coupé. Non, j'aime Clara et elle ne vaut pas 50 000 €. Elle vaut tout et vous ne valez rien. » Son visage s'est devenu rouge. Pour la première fois, j'avais percé l'armure. « Vous, je ne prendrai pas votre argent, j'ai dit en me levant. Vous croyez ?» Il s'est levé aussi, furieux. « Vous n'êtes qu'un raté, Fournier, un petit raté arrogant. Vous allez entraîner ma fille dans votre chute. Vous allez lui faire honte. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Je vaux mieux que vous, j'ai dit. Sortez, a-t-il hurlé. Sortez de mon bureau. Je suis sorti, mais en partant, j'ai fait une chose. J'ai pris le chèque, je ne sais pas pourquoi. Par réflexe, par défi, je l'ai plié et je l'ai mis dans la poche de mon jean. La confrontation avec Clara a eu lieu le soir même. Son père lui avait tout raconté, enfin sa version. Il est aussi venu, lui a-t-il dit. Il a plutôt essayé de me soutirer de l'argent, il voulait donc que je finance son projet ridicule. Quand j'ai refusé, il s'est énervé, je l'ai mis à la porte. Elle est arrivée dans mon studio, en larmes. Est-ce que c'est vrai, Étienne? Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que tu n'as pas demandé d'argent à mon père. Je l'ai regardé. J'ai sorti le chèque de ma poche. Je lui ai tendu. Non, j'ai dit, je n'ai rien demandé. C'est lui qui m'a offert ça pour que je te quitte. Elle a regardé le chèque. Elle a vu le montant. Elle a vu la signature de son père et elle a compris. Elle n'a pas pleuré parce que j'aurais pu la quitter. Elle a pleuré parce que son père avait fait ça. Elle a pleuré de honte pour lui. Son père lui a posé l'ultimatum le lendemain. C'est lui ou moi. Si tu choisis ce raté, tu n'es plus ma fille. Je te coupe les vivres. Tu n'auras plus un centime. Tu verras ce que c'est, la vraie chauve-vie, avec ton poète. Ce soir-là, Clara serait revenue dans mon studio. Elle avait un seul sac à dos. Elle avait l'air libre. Il m'a demandé de choisir, a-t-elle dit. Elle s'est approchée de moi. Alors j'ai choisi. Elle avait tout quitté. Elle a posé ses cartes de crédit sur ma table. Une Amex Platinum. Une Visa Premier. Elle les a coupées en deux avec mes ciseaux de cuisine. Elle a posé les clés de sa voiture de luxe. Elle a posé son téléphone de riche. On va se débrouiller, a-t-elle dit. Et c'est ce qu'on a fait.
les 10 années qui ont suivi, franchement, si c'était un film, les gens diraient que c'est exagéré. Bernard a tenu parole, il l'a déshérité, il a bloqué tous ses comptes, il a même appelé ses amis pour s'assurer qu'elle ne trouve pas de travail dans son monde. Le raté avait contaminé sa princesse. On a déménagé, on n'avait plus les moyens de payer mon studio. On a trouvé une chambre de bonne. Vous savez ce que c'est? Une chambre de bonne? 9 mètres carrés, au 6e étage sans ascenseur, avec les toilettes sur le palier qui puaient la pisse. Clara, la fille qui avait grandi dans un hôtel particulier de 500 mètres carrés. Elle n'a pas pleuré. Pas une fois. Elle a regardé la petite lucarne qui donnait sur les toits de Paris et elle a s'est dit, au moins, la vue est jolie. Moi, je codais. Je passais 20 heures par jour devant mon vieil ordinateur qui surchauffait. Mon algorithme, c'était mon obsession. C'était ma seule chance de lui prouver qu'elle avait eu raison. Et Clara, mon Dieu, Clara. Elle avait pris 2 boulots. Le matin, de 5h à 10h, elle faisait des ménages. L'après-midi, elle était serveuse dans un café bruyant près de Châtelet. Elle, la fille qui avait fait la Sorbonne, en histoire de l'art, elle servait des cafés à des crétins qui la traitaient chemal. Elle rentrait le soir, épuisée, ses pieds en sang. Elle me regardait, moi, l'air hagard devant mon écran. Et elle souriait. Elle me ramenait les restes du restaurant, les croissants invendus. « Je crois en toi, » elle me disait. « N'abandonne pas, Étienne. Je sais que tu vas y arriver. » Pendant ces années, je tutoyais. Je n'étais pas le raté. C'est elle qui nous faisait vivre. Elle était mon unique investisseur. Elle investissait sa jeunesse, sa fierté, son héritage. Il y a eu des moments terribles. Je me souviens d'un soir, en plein hiver. On n'avait plus de chauffage. L'ordinateur a grillé. Fini. Des mois de travail perdus. Je me suis effondré. J'ai pleuré comme un gamin. J'ai dit que son père avait raison, que j'étais un raté et que je l'avais entraîné dans ma chute. Clara m'a giflé. Pas fort, juste pour me réveiller. « Ne dis jamais ça, m'a-t-elle dit, les yeux en feu. L'argent, ça va, ça vient. Mais ce que tu as dans la tête, ça n'a pas de prix. Demain, je trouverai un 3e boulot. On rachètera un ordinateur. » Elle a vendu le seul bijou qui lui restait de sa grand-mère. On a racheté un ordinateur. Le chèque de son père, je l'avais gardé. Il était punaisé au-dessus de mon bureau. 50 000 €, c'était mon carburant. Chaque fois que j'échouais, chaque fois qu'un investisseur me riait au nez, je regardais ce chèque et je me remettais au travail. Et puis, après 3 ans de nouilles instantanées et de portes fermées, la chance a tourné. Un investisseur de la Silicon Valley, un type qui, lui, n'en avait rien à faire de HEC ou de mon nom de famille. Il a regardé le code. Il m'a appelé à 3h13 du matin. Un appel vidéo. J'étais dans notre chambre de bonne. Il a regardé mon algorithme. Il n'a rien dit pendant 10 minutes. Et puis il a dit « Kid, this is brilliant ». Il a investi. D'abord un peu, puis beaucoup. Mon algorithme, il fonctionnait. En 5 ans, ma petite start-up, née dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés, est devenue un monstre, une licorne, comme on dit. En 8 ans, j'étais milliardaire. On a déménagé. On n'a pas acheté un hôtel particulier dans le 16e. Non, on s'est installé à Singapour. Loin, j'ai créé mon propre fonds d'investissement. Et j'ai fait une chose. Je suis resté anonyme. Personne ne savait qui était le PDG de ce fonds. TF Capital. Le pouvoir, j'avais appris ça de Bernard. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de se montrer. Et pendant ce temps, l'Empire Bernard, il s'écroulait. Lentement, mais sûrement. Il était trop vieux, trop arrogant, trop sûr de lui. Il a raté le virage numérique, il a raté la mondialisation. Il a continué à faire les choses comme papa, pendant que le monde changeait. J'ai suivi ça de loin dans la presse financière. La chute, d'abord des licenciements, puis la fermeture d'usines, puis la dette. Et enfin, la semaine dernière, la mise en redressement judiciaire. Il cherchait un repreneur, un chevalier blanc, personne n'en voulait. C'était un dinosaure plein de dettes, personne, sauf un fonds d'investissement anonyme basé à Singapour qui, curieusement, a fait une offre de rachat. Mon fonds. Et nous y voilà, je suis assis dans cette salle de conférence. De l'autre côté, il est là, Bernard. Il attend l'investisseur anonyme, le fonds vautour de Singapour, son sauveur. Il ne sait pas que c'est moi. Il ne sait pas que le raté qu'il a humilié il y a 10 ans est sur le point de racheter son empire. Le silence est lourd.
son avocat transpire. La porte de la salle s'ouvre. Je suis entré. J'ai pris mon temps, j'ai marché lentement, j'ai regardé Bernard, nos yeux se sont croisés. J'ai vu la confusion, il m'a reconnu, mais il ne pouvait pas y croire. Fournier, a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher. Mais je n'étais pas seul. Clara est entrée derrière moi, ma femme, ma partenaire, la vice-présidente de TF Capital. Elle portait un costume tailleur qui valait probablement plus que ce qu'il restait à son père. Là, j'ai vu le choc, le double choc. Il a vu le raté. Et il a vu la fille qu'il avait déshéritée. Son visage est devenu gris. Il a commencé à bégayer. Clara, Étienne, je ne comprends pas. C'est vous, le fond? Je l'ai arrêté. Je me suis approché de la table. J'ai sorti mon portefeuille. Et j'ai sorti le vieux chèque, plié, jauni par 10 ans. Je l'ai posé sur la table. Je l'ai fait glisser vers lui. Il y a 10 ans, monsieur Bernard, vous m'avez offert ça pour que je m'en aille. Vous m'avez dit que j'étais un raté. Je l'ai regardé. Il ne pouvait pas soutenir mon regard. Aujourd'hui, je vous offre 1000 fois plus pour que je reste. Il a relevé la tête, un espoir fou dans les yeux. Alors, vous allez sauver l'entreprise? Oui, poche, j'ai dit. Nous allons la sauver. Clara y tenait. C'était le nom de son grand-père, après tout. Il a commencé à pleurer de soulagement. Merci, merci. Mais je l'ai coupé. Il y a une condition. Il s'est figé. Je sauve l'entreprise, mais vous n'êtes pas le plus PDG. Je comprends, c'est normal. Vous prenez ma place. Non, j'ai dit. J'ai regardé Clara, elle m'a souri. J'ai regardé à nouveau Bernard. Dès demain, vous rapporterez à ma femme. Elle est stock la nouvelle directrice de ce département. Bienvenue dans l'équipe, soit Bernard.